Bien, bonjour à tous. Nous allons passer donc à une table ronde qui va être consacrée à un thème que nous avons un petit peu évoqué à travers les questions qui ont été posées ce matin sur les réseaux sociaux, qui est peut-être un point qui pique la curiosité de nombre d'entre vous qui êtes parmi les plus jeunes du public. Je vais commencer par vous présenter les participants à ce panel, à cette table ronde. Et puis ensuite, chacun d'eux prendra quelques minutes pour essayer de présenter son activité ou ce qui lui tient à cœur dans ses recherches. Voilà, donc je vais commencer par présenter Marie-Rose Farinella. Rose-Marie, je savais que j'allais me tromper. Rose-Marie est une ancienne journaliste qui ensuite a fait le choix de continuer à informer, à former, à transformer, mais sans déformer, un public plus jeune. Elle est devenue institutrice. Et c'est à cette occasion, dans cette mission, qu'elle a monté une formation, un scénario, toute une activité destinée à un public très jeune pour qu'ils arrivent à être des citoyens les plus mûrs possibles, eu égard à la qualité de l'information qui leur était délivrée. Comment arriver à identifier ce qu'est une infox dès le plus jeune âge, et quand avoir un regard qui soit un regard avisé, citoyen, voilà, et quels outils pour y parvenir, et donc Rose-Marie nous en parlera dans un instant. Voilà, on accueille aussi Laurent Cordonnier, qui est un chercheur, quelqu'un qui a fait une thèse en sociologie et qui s'est particulièrement intéressé à ces questions de l'information, voilà, et qui va avoir peut-être un point de vue assez académique sur cette question-là, mais avec également, il nous le dira, un engagement, une orientation au sein de la Fondation Descartes. Voilà. On accueille également Franck Escoubès. Alors Franck Escoubès, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais que vous pouvez connaître de manière indirecte, parce que si vous entendez parler de conventions citoyennes sur le climat, si vous entendez parler de certaines grandes consultations citoyennes qui ont eu lieu, eh bien, il y a l'équipe de Franck qui est derrière cette organisation. Et Franck a monté une société, fondé une société qui permet de ce qu'on appelle une civic tech, qui permet de comprendre comment fonctionne ou comment donner des outils pour que fonctionne une manière plus participative d'avoir un débat démocratique. Et en particulier, ce sera particulièrement intéressant de voir si les réseaux sociaux, à travers leur design, à travers leur environnement, rendent possible ce débat démocratique, ou en tout cas quels sont peut-être les obstacles qui rendent ce débat démocratique plus difficile sur les réseaux sociaux, et s'il y a lieu d'inventer des formes nouvelles. Et puis, je vous présente également donc mon voisin Dominique Rousseau. Rousseau, il y en a deux. Il y a le petit qui s'appelle Jean-Jacques, et puis il y a le grand qui s'appelle Dominique. Mais en fait, l'un et l'autre font à peu près le même métier. Ce sont des gens qui se sont intéressés à la démocratie. Voilà. Et Dominique est quelqu'un de particulièrement avisé et particulièrement célèbre dans le monde
auquel j'appartiens, qui est le monde des universitaires en droit. Et voilà, Dominique a écrit un livre très important qui s'appelle « La démocratie continue » et qui essaie de dépasser, d'aller un peu plus loin que la simple idée que la démocratie, c'est un bulletin de vote déposé seul et en silence dans une urne à peu près tous les 18 mois. Et que la démocratie, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus vivant que cela. Donc voilà, pour les présentations générales, voilà, moi je m'appelle François Saint-Bonnet et je suis professeur de droit dans cette université. Mais je n'ai rien à dire, je n'ai qu'à passer la parole. Voilà, et je vais donner la parole tout de suite donc à Rosemarie, qui va présenter son travail, ses recherches et puis ses réalisations. Bonjour et merci. Alors je vais vous présenter très succinctement mon projet d'éducation aux médias et l'information que j'ai créé maintenant il y a plus de 10 ans pour des élèves de CM1, CM2, parfois pour des 6e. Alors mon objectif, c'est de leur donner des clés pour se repérer sur Internet et les réseaux sociaux, vérifier la qualité des informations qui y circulent et maintenant aussi naviguer avec l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, il s'agit que de leur donner une première approche qui nécessitera d'être consolidée tout au long de leur scolarité. Mon intention, quand j'ai créé ce projet pédagogique, c'était de faire en sorte que les élèves ne se fassent pas manipuler et qu'ils deviennent des cyber-citoyens éclairés, qui fassent barrage aux idées racistes, haineuses qui circulent sur Internet. Alors en fin d'année scolaire, les élèves reçoivent un diplôme d'apprenti Hoaxbuster, c'est-à-dire traqueur de fausses informations, dans une cérémonie au cours de laquelle ils prêtent serment sur la tête de la souris de leur ordinateur. Avant d'utiliser ou de partager une information, toujours je la vérifierai. Alors, l'idée c'est de symboliser l'importance de ne pas cliquer sous le coup de l'émotion, mais à la lumière de la raison. Et l'idée aussi, c'est pas tant d'apposer une étiquette vrai ou faux à un contenu, mais plutôt de se demander quel degré de confiance on peut lui accorder. Alors, je vais vous présenter très brièvement le contenu de ce programme pédagogique. Donc, après avoir sondé les élèves sur leurs usages d'Internet et des réseaux sociaux, je commence tout de suite par la publicité. La séquence par la publicité, parce que la publicité, c'est aussi une forme de manipulation. Donc, ils apprennent à faire la différence entre publicité rédactionnelle. Ils traquent les publicités cachées, contenus sponsorisés et autres placements de produits. Et ça, ils adorent jouer à ça. Ils réfléchissent au discours des influenceurs, à l'influence des influenceurs, et ils déconstruisent ces discours. Ils découvrent le modèle économique des réseaux sociaux. Ils appréhendent les premières bases du fonctionnement de l'intelligence artificielle, ses usages, ses limites, ses avantages. Ils explorent les différents médias et le métier de journaliste. Et puis, donc, autre chapitre, il y a l'image, il y a la désinformation, la mésinformation et la cybercitoyenneté. Alors, au fil de l'année, ils découvrent une méthodologie pour vérifier l'information, à savoir décortiquer le contenu, enquêter sur la source, croiser les informations sur plusieurs sites fiables et contextualiser les textes et les images, tout en apprenant à se méfier de notre cerveau qui nous joue des tours et de découvrir quelques-uns de leurs biais cognitifs. Alors, c'est vrai que c'est tout un programme très dense, mais qui est à leur portée. Et chaque année, je suis impressionnée par la qualité et la pertinence de leurs remarques, de leurs questions. Et mon atelier, c'est aussi une occasion pour eux d'échanger autour de leurs trouvailles numériques. Et ces discussions sont d'autant plus importantes que certains d'entre eux sont livrés à eux-mêmes sur la toile et n'ont pas la chance d'avoir des parents pour les accompagner. Et voilà, et chaque année, donc, les élèves ils raisonnent, ils débattent, ils argumentent et ils créent des contenus très variés. Alors, je voulais vous montrer quelques exemples, mais vraiment très peu d'exemples. Donc, ils créent des masques, parce que ce sont des détectives du web, des super détectives masqués du web. Ils créent des articles,
Il crée des publicités, des contre-pubs, comme par exemple quand on sort du McDo, on sort encore plus gros, ou avec Amazon, ça casse la couche d'ozone, ou j'en passe. Il crée des clips, des capsules vidéo. Il crée aussi des reportages photos, comme par exemple là, ils montrent que leur village est le plus beau de France, mais aussi, photo suivante, ils doivent montrer aussi que leur village est le plus laid de France. Il crée des illusions d'optique. Il crée des affiches avec des conseils pour vérifier les informations, comme là, il faut savoir enquêter sur la source. Et par exemple, là, c'était un site parodique, mais là, c'est un site complotiste, n'est-ce pas? Photo suivante, c'est de montrer qu'il faut penser à croiser les sources, n'est-ce pas? À pas croiser oui, c'est ça, à croiser les sources. Il faut penser à utiliser Google Images, dont voici le mode d'emploi. Et puis, voilà, j'aime bien cette dernière affiche où l'on voit un tracker de fausses informations faire barrage avec son corps à une rumeur à tête d'Illuminati. Merci beaucoup. J'ai oublié de dire une chose importante. Franck Escoubès est aussi l'auteur d'un livre important qui s'appelle Pop Démocratie, voilà, qui a été publié en 2023, sauf erreur, ou 2022 2023, voilà. Je m'étais engagé à faire la promotion de cet ouvrage important. C'est chose faite. Je donne la parole à Laurent Cordonnier. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour cette invitation. Alors moi, comme ça a été dit, je dirige la recherche de la Fondation Descartes à Paris, qui est une fondation qui est consacrée à la recherche et à la réflexion sur les questions d'information, de désinformation, vous l'aurez imaginé, sur des thématiques spécifiques, 3 thématiques en particulier qui, de notre point de vue, sont celles sur lesquelles les mésinformations ou les désordres informationnels ont le plus d'impact, à savoir le climat, l'information et les désinformations climatiques, la santé, évidemment, c'est devenu particulièrement saillant pendant le Covid, mais les questions de désinformation en santé sont partout, comme celle qui voudrait, par exemple, que c'était quoi, du citron congelé évite le cancer, ou de l'eau chaude et le citron. Donc voilà, et finalement la question des ingérences informationnelles étrangères, dont vous avez probablement largement entendu parler aujourd'hui, qui n'est pas un phénomène nouveau, mais qui aujourd'hui se trouve sur l'avant de la scène, c'est-à-dire cette manière qu'ont certains États d'attaquer les démocraties libérales en essayant de biaiser, de fausser le débat public au sein de ces pays. Par exemple, on le sait, la Russie mène régulièrement des attaques informationnelles en France sur les réseaux sociaux, en allant, par exemple, modifier la représentativité des points de vue. Je ne sais pas si vous êtes sur X, par exemple, vous pouvez avoir l'impression qu'au moins 50% des Français sont pro-russes dans le conflit qui les oppose à l'Ukraine. Puis après, quand vous faites, comme nous l'avons fait à la Fondation Descartes, une étude sur un panel représentatif et large de la population nationale, on voit que ça ne reflète pas du tout les positionnements réels sur ce conflit-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il y a des gens, parfois des agents du gouvernement, parfois des structures privées qui travaillent pour le gouvernement russe en l'occurrence, parfois même des structures para-étatiques qui ont pour mission de s'immiscer dans nos réseaux sociaux francophones pour y faire circuler des informations fausses ou pour modifier la représentativité des points de vue au moyen de robots, de faux comptes. On en parlait un peu moins aujourd'hui, mais on disait beaucoup d'usines à trolls, c'est-à-dire des gens qui sont rémunérés pour partager des contenus préétablis en français, langue que parfois eux-mêmes ne parlent pas, mais c'est pas grave, ils ont des messages qui leur sont préparés. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus via l'intelligence artificielle, bien entendu. Ce sont des tâches qu'on peut automatiser. Ces genres d'opérations portent évidemment parfois sur un conflit en particulier. On essaye de faire changer le point de vue des Français sur ce qui se passe en Ukraine, en faisant par exemple passer l'idée que ce serait l'OTAN qui serait à l'origine de cette guerre en cours et qui aurait provoqué la Russie et qui aurait été obligée de se défendre en quelque sorte. Ça, c'est un des narratifs du Kremlin sur le sujet. Et donc voilà, il y a des gens qui vont essayer de faire gagner en popularité cette thèse-là en France, par le biais des réseaux sociaux essentiellement, mais pas seulement.
Et puis parfois, ces attaques ne portent pas directement sur un conflit dans lequel l'État, à l'origine de l'attaque, est impliqué. Ça peut porter sur d'autres sujets. Peut-être que vous vous rappelez de cette affaire, par exemple, des étoiles de David qui avaient été peintes sur les murs de Paris au lendemain des attentats du 7 octobre. Et on peut se dire, mais on l'a su par la suite, hein, assez rapidement en réalité, on s'en doutait déjà un peu même tout de suite, que c'était les Russes qui étaient derrière cette opération. Et on peut se demander, mais qu'est-ce que viennent faire les Russes là-dedans? C'est pas un conflit qui les regarde directement, ça porte pas sur l'Ukraine, etc. Et là, on comprend un des facteurs essentiels des ingérences informationnelles étrangères. C'est pas seulement de faire changer les représentations de la population sur un conflit ou une situation particulière, c'est aussi de chercher à fractionner, à fracturer les démocraties, à polariser les opinions, faire qu'une partie des Français déteste encore un peu plus une autre partie des Français et réciproquement, en appuyant sur des cordes sensibles. En l'occurrence, c'était la question de l'antisémitisme. Hein, et donc, voilà, on peut faire feu de tout bois. Et évidemment, il y a aussi énormément d'attaques de ce type-là sur les questions climatiques. Ça a été très bien documenté, d'ailleurs par quelqu'un qui aurait dû être là, David Chavalarias, qui, dans une étude avec ses collègues du CNRS, a montré que ce genre de manipulation de l'information existait aussi sur le climat. C'est-à-dire que derrière tous les messages climato-sceptiques que l'on peut croiser... Ah le voilà, David Chavalarias. Donc je parle sous son contrôle puisque je parle de son étude de 2023. Derrière ces messages climato-sceptiques qu'on peut considérer comme étant tenus par des Français en chair et en os et de toute bonne foi qui ne partageraient pas nos idées, qui ne seraient pas d'accord avec le consensus scientifique, parfois se cachent des manipulations de l'information qui peuvent venir de l'étranger, qui peuvent être aussi relayées par des agents endogènes, hein, des personnes qui, de bonne foi, vont croire à ces récits et les répercuter. Parfois, c'est moins de bonne foi, parfois, c'est de bonne foi. Donc voilà, ça, c'est tout ce qu'on appelle les ingérences informationnelles étrangères sur lesquelles on travaille beaucoup aujourd'hui. Mais après, je crois que je reviendrai plus précisément sur un autre sujet sur lequel je travaille et qui pourra vous intéresser également. C'est la question de la formation à l'esprit critique. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? Qu'est-ce que veut dire l'esprit critique et en quoi ça consiste exactement? Bonjour à toutes et à tous. Alors, Franck Escoubès, moi je suis cofondateur de BlueNov, société qui intervient dans l'univers des débats publics et de la participation citoyenne, mais je ne suis pas là pour vous parler de BlueNov. Je suis surtout là pour peut-être mettre en perspective les partis pris, les hypothèses fondamentales sur lesquelles on s'est basé chez BlueNov il y a une dizaine d'années quand la société a été créée. On a été créé en partenariat avec le MIT et singulièrement avec un labo du Media Lab qui s'appelle le Center for Collective Intelligence. Et ce labo travaille toujours d'ailleurs sur d'une certaine manière, les anticorps aux réseaux sociaux, c'est-à-dire tout ce qui fonctionne différemment des réseaux sociaux pour co-créer de la connaissance nouvelle, en partant du constat que les réseaux sociaux n'ont pas été conçus ontologiquement pour produire de la connaissance. Ils ont été conçus pour partager de l'information, conçus pour être des chambres d'écho. Et ces chambres d'écho fonctionnent extraordinairement bien, notamment au sein des réseaux sociaux généralistes. Il y a tout un tas de catégories de réseaux sociaux, mais les plus connus sont les réseaux sociaux généralistes qui ont cette particularité d'être des porte-voix exceptionnels. C'est pas en étant un porte-voix qu'on crée de la connaissance nouvelle. Et donc on a travaillé historiquement sur, je dirais, 3 grandes fonctions qui étaient délaissées au moment de la création en 2014-2015 et qui sont toujours délaissées aujourd'hui par les réseaux sociaux. La première fonction, c'est une fonction d'organisation du débat public. La réalité, c'est que le débat public ne s'auto-organise pas, contrairement à ce que les concepteurs des réseaux sociaux laissent à penser. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une plateforme existe et qu'elle donne accès à quelques fonctionnalités très rudimentaires, d'ailleurs, d'expression de l'opinion, que cette opinion va se transformer en argumentation délibérative. Il faut accompagner, il faut des rôles, des fonctionnalités spécifiques autour de l'organisation du débat public.
Ça veut dire gérer l'expertise, gérer les savoirs. Ça veut dire avoir un principe d'incrément, c'est-à-dire que dans un débat public, on avance pour aboutir à des recommandations de politique publique. Mais ça veut dire qu'il y a donc des itérations successives. Donc première fonction d'organisation du débat public au motif que le débat public ne s'auto-organise pas. Deuxième fonction, c'était une fonction d'architecture de la co-construction. La réalité, c'est que pour co-construire des réformes, des politiques publiques nouvelles, il faut pouvoir cartographier les échanges. C'est très compliqué de se situer dans un réseau social. Mais quiconque au défi de se retrouver dans les méandres de X aujourd'hui pour faire un peu de généalogie de l'opinion pour savoir d'où vient un point de vue et quelles en sont les ramifications. Ça nécessite une présentation cartographique de l'information. Et la plupart des réseaux sociaux, pour ne pas dire tous les réseaux sociaux, achoppent sur ce plan de la cartographie de la connaissance. Cette cartographie-là, elle nécessite aussi d'éviter les bulles de filtre. Éviter les bulles de filtre, en réalité, c'est tout à fait possible dès lors qu'on force le casting des idées ou le casting des participants et des contributeurs à ces idées. Il faut aussi permettre, ça a l'air d'être parfaitement basique et très peu de réseaux sociaux le permettent, ce qu'on appelle l'indentation. C'est-à-dire la possibilité de répondre à la réponse de la réponse de la réponse de quelqu'un. La plupart des réseaux sociaux sont capés, sont plafonnés à 2 indentations, ce qui est une ineptie totale en termes de design cognitif. Donc ces éléments-là correspondaient au deuxième parti pris un peu fondamental, qui est l'architecture et l'ingénierie de l'information et de la co-construction. Et puis le dernier élément sur lequel on est parti avec ce labo du MIT historiquement, c'est la fonction de capitalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la capacité à analyser et à synthétiser ce qui se dit en ligne, c'est-à-dire ce qui se dit sur un réseau social en fait. C'est quand même extraordinaire de voir la révolution des IA génératives aujourd'hui et de prendre conscience du fait qu'il n'y a pratiquement aucun réseau social n'a intégré les capacités de summarisation, enfin de résumé et de restitution étape par étape de l'évolution d'une pensée au travers de l'utilisation des algorithmes d'IA générative. Ça doit se faire parce que la réalité, c'est qu'un débat public n'est rien sans des étapes intermédiaires de capitalisation de l'information. Et puis je terminerai en évoquant un point qui me semble essentiel, c'est qu'à partir du moment où on sera demain capable de résumer une prise de position sur un réseau social, sur une thématique politique donnée, on sera en capacité de ne pas réinventer la roue à chaque fois que se lance une consultation, alors soit organisée par le gouvernement, soit organisée par les collectivités, soit tout simplement spontanée à l'issue d'une actualité. Voilà, donc il faut, je termine là-dessus, partir. Nous, on est parti de ces 3 grandes fonctions. Il y en a d'autres sur la transparence algorithmique, sur des sujets sur lesquels on pourra revenir, mais qui sont, de mon point de vue, les ingrédients clés d'un web du débat public de demain. Ce qui est très intéressant, c'est... Moi, je suis historien. En écoutant Franck, on s'aperçoit que ce qui s'est passé pendant l'été 1789, c'est exactement ce qui se passe dans le travail réalisé par Franck Escoubès, c'est-à-dire qu'on avait des députés qui sont arrivés aux États généraux et puis qui ont fait une révolution et qui n'avaient aucune organisation interne. Et il a fallu organiser la prise de parole pour que parler à... Ils étaient 1200 au départ, parler à 1200 puisse être suffisamment organisé pour qu'on... Voilà. Et on a inventé quelque chose qui est extrêmement précieux aujourd'hui, qui est le règlement de l'Assemblée nationale, l'organisation du débat à l'intérieur d'une assemblée, le règlement du Sénat pour une autre assemblée. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant
de faire le parallèle entre quelque chose qui va être sur la base de consultations citoyennes. Et c'est pas parce qu'on a une consultation citoyenne que la consultation doit être anarchique. Voilà. Et c'est exactement la même chose pour les élus. Monsieur Chavalarias, je pensais que vous ne pourriez pas être là, et donc c'est une grande joie de vous accueillir. On va continuer le premier tour de table avec une présentation un petit peu de vos travaux et de ce qui vous tient à cœur dans le cadre de ce débat sur les réseaux sociaux. Oui, excusez-moi du retard, j'ai mal noté l'horaire. Donc très rapidement, moi je suis dans un laboratoire qui s'appelle l'Institut des systèmes complexes, qui est un laboratoire du CNRS, et on travaille sur justement ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la cartographie des débats sur les réseaux sociaux, qu'elle soit sociale, c'est-à-dire qui interagit avec qui et quel groupe ça forme, que sémantique, c'est-à-dire quelles sont les idées qui circulent, comment elles se déplacent. Vous retrouverez des choses, on a fait des sites, par exemple Politoscope, politoscope.org, climatoscope.org, où on monte ce genre de cartographie. On peut traiter en fait des millions d'échanges et montrer, par exemple sur le climat, comment se fait une bipolarisation entre en gros les climato-sceptiques et les pro-climat, comment sur l'opinion politique française, on peut reconstituer d'une certaine manière l'Assemblée nationale rien que par les interactions entre les comptes. Et je vais plutôt dire assez rapidement un petit peu quelques enseignements que l'on a de ça. Alors déjà, le premier, c'est que une des choses qui m'avait motivé au départ pour me lancer là-dedans, donc analyser les échanges, par exemple sur une plateforme comme Twitter X, c'est de montrer à quel point, rien que par les échanges, vous exposez votre vie privée. On peut montrer, on l'a montré, mais d'autres aussi l'ont montré, que sans même analyser le contenu des échanges, rien qu'en analysant les interactions, on peut reconstituer les idées politiques de quasiment tous ceux qui sont sur un réseau social comme X. Et donc on peut faire des listes qui peuvent après éventuellement servir comme des pays comme les États-Unis. Ensuite, l'autre chose, c'est qu'on a fait des audits donc on a vu l'évolution des groupes sociaux sur de très longues périodes, 5, 6 ans, 7 ans, pour voir comment, par exemple, l'espace politique se déforme au cours du temps. Et après, on a essayé de quantifier l'impact des algorithmes de recommandation sur X, sur ces déformations et aussi la tonalité des débats. Donc, juste pour dire quelques points, pour vous donner des points de repère. Donc, il faut savoir que quel que soit le réseau social où vous êtes, X, Facebook, Snapchat, Instagram, des choses comme ça, en général, on consulte l'information sur le fil d'actualité. Et le fil d'actualité donc, est censé vous montrer les personnes auxquelles vous vous êtes abonné. Mais en fait, pas que. Par exemple, sur X, on a mesuré qu'on vous montre 2/3 de contenus qui viennent de vos abonnements, 1/3 de contenus qui viennent d'ailleurs. Ce n'est pas vous qui les avez choisis, on vous les impose. Les 2/3 de contenus qui viennent de vos abonnements vous permettent de ne voir que 3% en gros du contenu qui est produit par vos abonnements. C'est-à-dire que vous avez l'impression de chercher activement l'information en vous abonnant à des gens, mais en fait au final vous ne voyez que 3% de ce à quoi vous êtes abonné, et d'où la question de quels sont ces 3%, d'où ils viennent, comment ils ont été sélectionnés. Et c'est là que vous vous rendez compte que vous êtes complètement à la merci, entre guillemets, de la manière dont la plateforme sélectionne les contenus pour vous, puisqu'elle va vous montrer ce que vous allez voir en priorité. On a montré que, notamment, ces 3% étaient enrichis en contenus dits toxiques sur X, c'est-à-dire des contenus avec attaque personnelle, obscénité, dénigrement. C'est-à-dire qu'on va sélectionner de manière privilégiée dans ce à quoi vous êtes abonné des contenus toxiques. Et donc ça veut dire que sur une plateforme comme X, mais en fait sur aucune des plateformes, vous n'avez la main sur la manière dont les contenus vous sont recommandés et ce qui remonte de vos abonnements, et encore moins évidemment la main sur ce qui remonte de ceux à quoi vous n'êtes pas abonné. Et pour finir, ça veut dire que il faut bien se rendre compte qu'il y a 2 générations de réseaux sociaux, pour faire rapide. Il y a les anciennes générations telles que X, Facebook, LinkedIn, Snapchat, qui vivent de vos données et de leur capacité à moduler votre perception du réel et moduler votre manière de faire des groupes sociaux qui sont revendus pour des marques, mais aussi maintenant des politiques. Donc ça, c'est un modèle captif de réseaux sociaux. Et puis ensuite, il y a, et qui pose des problèmes démocratiques, enfin, le fait que, par exemple, aux États-Unis, vous avez des dizaines de millions de personnes qui étaient convaincues que l'élection américaine de 2020 ait été volée, et assez lié à ça, même si évidemment ce n'est pas que la seule cause. Et donc, en face de ça, de ces réseaux ancienne génération, il y a des nouvelles générations de réseaux
qui, eux, sont basés sur des protocoles ouverts et qui permettent beaucoup plus de liberté aux utilisateurs. Alors, juste pour le faire rapidement, pour vous donner une analogie, par exemple, pour le téléphone, si votre opérateur de téléphonique vous change les conditions, monte les prix, vous empêche d'appeler certaines personnes, eh ben, vous pouvez partir, aller sur un autre opérateur et garder le numéro de téléphone, vous gardez votre identité. Sur un réseau social, c'est pas du tout comme ça. Enfin, les réseaux sociaux, ancienne génération. X a changé de propriétaire, il a commencé à censurer certains comptes, à mettre en avant certains contenus. Si vous n'êtes pas content, vous perdez tout, votre contenu éditorial et les liens que vous avez sur ce réseau-là. Et c'est la même chose sur tous les autres réseaux. En face, vous avez des réseaux qui implémentent ce qu'on appelle la portabilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir passer facilement d'un réseau à l'autre, d'une instance, d'un hébergeur à l'autre. Et ça, je vous dis ça juste pour vous sensibiliser sur le fait que tous les réseaux ne sont pas équivalents, qu'il y a des nouvelles générations de réseaux qui ont été pensés pour donner plus de liberté aux utilisateurs et notamment éviter qu'ils soient captifs d'un patron, du patron d'un réseau et de sa capacité à influencer l'information. Et que c'est vers ce genre de réseau-là qu'il faut aller pour tout simplement une résilience démocratique. Parce que sinon, vous rachetez un réseau influent dans un pays et, à ce moment, et vous êtes capable d'influencer aussi sur les élections. Et donc, par exemple, on a parlé beaucoup de X Twitter. Une des alternatives à X Twitter en réseau ouvert, ce sont les écosystèmes Blue Sky et Mastodon, qui sont plus que juste des alternatives à Twitter. C'est des réseaux ouverts, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui peuvent se construire par-dessus. Bon, on pourra en reparler. En tout cas, pour résumer, on peut vraiment observer ce qui se passe sur les réseaux sociaux à grande échelle. On peut voir qu'ils ont des impacts sur la manière de former les groupes sociaux et la tonalité des échanges. Et il ne tient vraiment qu'à nous et vous, en fait, de décider des réseaux sociaux plus vertueux, qui sont à la fois plus transparents et moins délétères pour la démocratie. Oui, merci. Bonjour à chacune et à chacun. Alors, je vais intervenir en tant que co-animateur avec François. J'ai aucune connaissance particulière sur les différents réseaux sociaux, mais je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Je voudrais simplement poser des questions par rapport à ce dont tu as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ma réflexion en tant qu'universitaire, constitutionnaliste, philosophie du droit, sur ce que fait ou ce que font les réseaux sociaux à la démocratie. Alors, c'est banal de le dire, il y a une crise, et moi je ne dis pas qu'il y a une crise de la démocratie, je dis qu'il y a une crise d'une forme particulière de la démocratie, qui est la forme représentative. C'est-à-dire que depuis, on n'a pas remonté trop loin dans le temps, depuis 1789, puisque tu as cité la Révolution, on vit sur un principe qui est très simple, et que vous vivez, vous, qui a été énoncé par Sieyès, qui dit « Le peuple ne peut parler, agir et vouloir que par ses représentants ». Autrement dit, le peuple ne peut pas parler. Ses représentants peuvent parler, mais le peuple ne peut pas parler. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'on vous apprend dans les collèges et lycées, puisque vous élisez vos représentants de classe, et donc c'est le système représentatif, c'est vos représentants qui parlent, et vous, les électeurs, vous vous taisez, et si vous n'êtes pas content, vous n'élisez pas votre camarade la prochaine fois. Donc c'est cette forme-là sur laquelle on vit. Et moi, ma question, c'est que font les réseaux sociaux à cette forme représentative de la démocratie ? Ce qu'ils font, mais vous me corrigerez, parce que moi, je ne suis pas un spécialiste des réseaux sociaux, ce qu'ils font, c'est d'introduire de l'horizontalité dans une démocratie qui fonctionnait essentiellement de manière verticale. C'est-à-dire, l'information venait du haut. C'était ceux qui savaient, en principe au Conseil d'État, où ils ne savent pas grand-chose, mais ils disent qu'ils savent, qui envoyaient le savoir dans ce pauvre peuple qui ne sait rien. Et donc, ce que transforment les réseaux sociaux, c'est que désormais, ça vient de la base. Ce sont les jeunes, les gens, les hommes, les femmes, les citoyens qui balancent de l'information. Alors, vrai, fausse, trafiquée, manipulée, oui, sans doute, mais l'information qui venait du haut, elle était aussi manipulée par le CAC 40, les lobbies, etc., et ça, on ne le voyait pas.
Autrement dit, ce que ça change, c'est un basculement dans, disons, dans cette forme représentative de la démocratie. Le peuple parle. Le peuple parle, alors peut-être parle-t-il n'importe comment dans les réseaux sociaux, mais il parle en dehors des institutions classiques. Par exemple, si vous prenez les Gilets jaunes, la manifestation des Gilets jaunes, ou Nuit debout, ou les indignés en Espagne, ou les parapluies à Hong Kong, ou ce qu'ils ont fait à New York, Occupy Wall Street, tout ça c'est fait par les réseaux sociaux. Alors, du point de vue de la démocratie, quel problème ça pose? Alors, encore une fois, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais ça pose quoi comme problème? Ça pose la marginalisation des partis politiques, la marginalisation des syndicats, voire l'hostilité à l'égard des syndicats et des partis politiques. Puisque ça se passe par les réseaux sociaux. Si vous reprenez le grand mouvement social, le dernier grand mouvement social sur les Gilets jaunes, tout se faisait en dehors des syndicats, parfois contre les syndicats et par simplement les réseaux sociaux. Donc ça, c'est, me semble-t-il, ce qui interroge la forme actuelle de la démocratie. Est-ce que ça permet une meilleure démocratie ou une plus mauvaise démocratie? Bon, on peut en discuter. Du point de vue du droit, il y a un exemple récent que tout le monde connaît, qui est l'annulation par la Cour constitutionnelle roumaine en décembre 2024 du premier tour de l'élection présidentielle. Il y a eu une élection présidentielle, imaginez en France, il y a une élection présidentielle et un juge annule le premier tour de l'élection présidentielle au motif des réseaux sociaux, au motif que TikTok a balancé des informations sur des fausses informations, changé les algorithmes, etc. Ce qui fait qu'un candidat qui était absolument inconnu, qui n'a pas fait de campagne, qui n'avait pas d'argent, qui le dit lui-même, était arrivé premier en tête donc, du premier tour. Et le juge constitutionnel a dit manipulation de l'opinion par les réseaux sociaux, je crois que c'est TikTok, n'est-ce pas? Et donc j'annule l'élection. Ce qui a provoqué une crise politique en Roumanie. Parce que le peuple avait voté pour ce candidat, c'est un candidat d'extrême droite, pro-russe, qui était arrivé en tête, et des juges ont annulé le résultat de l'élection. Et évidemment, les gens qui avaient voté pour ce candidat ont dit « haro sur les juges, ils ne connaissent rien, c'est l'élite qui s'en prend au peuple, etc. Nous, on voulait ce candidat, mais non, on n'a pas été manipulé, etc. » Donc, il y a un exemple, sur le plan du droit, il y a un exemple concret, précis, que j'ai fait travailler cette décision par mes étudiants cette année, la motivation de la décision de la Cour constitutionnelle roumaine dans l'hypothèse où ça pourrait se dérouler dans d'autres pays, et notamment pour nous. Imaginez en France, 2022, imaginez que le Conseil constitutionnel annule le premier tour de l'élection. Parce que Marine Le Pen était arrivée en second et que les réseaux sociaux ont fait que, etc. Vous voyez les chambards. Donc, voilà, il y a, si vous voulez, dans les réseaux sociaux remettent en cause le fait que les informations, les connaissances viennent du haut. Mais quand je dis du haut, c'est partout. C'est pour ça que je parle de démocratie continue. C'est-à-dire, pour moi, la démocratie continue, elle ne s'arrête pas au moment électoral, elle ne s'arrête pas à la sphère politique, mais elle doit descendre dans toutes les sphères de la société. Vous êtes trop jeune pour avoir entendu cette formule, mais autrefois on disait la démocratie s'arrête aux portes de l'entreprise. Ben non, la démocratie doit rentrer dans les entreprises. Elle est continue. Elle ne s'arrête pas aux portes de l'État. La démocratie doit rentrer dans l'éducation nationale, doit rentrer dans la famille. Elle doit rentrer même en dehors de l'État,
dans une démocratie post-nationale. Donc c'est une logique, contrairement à Fukuyama qui disait que, excuse-moi, l'histoire est finie. Non, ça continue. Et donc, voilà ce que font les réseaux sociaux à la démocratie. Elles remettent en cause les institutions sur lesquelles la démocratie fonctionnait jusqu'alors. Les partis politiques, les syndicats, les associations, etc. Et elle ouvre la possibilité d'intervention des citoyens en dehors des structures classiques. Le deuxième point qui me paraît aussi important, c'est la question, je crois que vous avez abordée, c'est la question de la délibération. Est-ce que les réseaux sociaux facilitent la délibération? Alors, la question est importante parce que la démocratie, c'est pas voter. La démocratie, c'est pas voter. La démocratie, le vote, c'est tout ce qu'il y a avant le vote. C'est-à-dire la discussion, la délibération, l'échange d'arguments et l'exercice de la raison publique. Hein, et donc, c'est la délibération qui fait la démocratie. Le vote existe dans les dictatures. Poutine a été élu par le peuple, Trump a été élu. L'élection, c'est peut-être difficile à dire, mais l'élection n'est pas le critère de la qualité démocratique d'une décision ou d'un système politique. Le critère, c'est la délibération, c'est-à-dire l'échange d'arguments et l'exercice public de la raison. Juste une anecdote sur la question aussi du référendum où l'opinion publique était manipulée. En 2016, il y a eu un référendum en Italie sur la révision de la Constitution italienne. Et donc il y avait un débat, oui, non. Et il y a le leader d'un parti politique, Pepe Grillo, le mouvement 5 étoiles, qui a tenu un meeting quelques jours avant le référendum. Pepe Grillo était pour le non. C'est très bien. Enfin, c'est très bien, c'était sa position. Et il a tenu ce discours, vous pouvez vérifier sur vos tablettes et vos ordinateurs, c'est du verbatim, ce que je vais dire. Il a dit « Italiens, ne votez pas avec votre cerveau. La raison fait commettre des erreurs. Votez avec vos tripes. » Voilà ce qu'il a dit. Eh bien, ça, c'est l'inverse de la démocratie. La démocratie, c'est précisément voter avec sa raison. C'est l'exercice de la raison. Est-ce que les réseaux sociaux facilitent la délibération? J'en suis pas sûr. En revanche, je pense que les conventions de citoyens, les conventions citoyennes, me paraissent être davantage que les réseaux sociaux un instrument, disons, de construction d'une opinion publique au sens de Kant, hein, c'est-à-dire d'une opinion qui a été discutée publiquement par l'exercice de la raison. Et en tant que... j'ai travaillé avec une association que vous devez connaître qui s'appelle Démocratie ouverte et l'association Sciences citoyennes, où nous avons rédigé une proposition de loi constitutionnelle qui a été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale le 15 janvier dernier pour inscrire dans la Constitution les conventions de citoyens, non pas à l'arrache comme ça, mais qu'elles figurent dans le processus de construction des lois. Donc voilà, j'arrête, mais ma question, c'est plutôt d'objectiver ou de faire apparaître ce que les réseaux sociaux font à notre forme de démocratie aujourd'hui. Merci beaucoup, Dominique. Je pense que c'est intéressant de reprendre ces deux points. On va peut-être prendre un petit temps sur la question de l'horizontalité. Et on a vu peut-être déjà que la question des bulles de filtre et des algorithmes qui orientent les messages qui viennent jusqu'à nos comptes et puis éventuellement les ingérences étrangères conçues de manière extrêmement offensive, peut-être que ça réintroduit
au sein de cette apparence d'horizontalité des éléments de verticalité. Voilà. Et donc, comment analyser l'authenticité de cette horizontalité sur les réseaux sociaux. Qui souhaite prendre la parole peut-être? Oui, Laurent. Merci beaucoup. Je voulais juste réagir à votre proposition qui consiste à dire que le peuple parle sur les réseaux sociaux. Je pense que la description que vous avez faite des réseaux sociaux, c'est celle qu'on espérait tous qu'ils deviennent avec leur développement, et c'est précisément l'inverse qu'ils sont devenus. Pourquoi? Parce que malheureusement sur les réseaux sociaux, on ne délibère pas. Sur les réseaux sociaux, on exprime des opinions. Et on a un filtre algorithmique, une éditorialisation algorithmique des opinions qui va en rendre certaines particulièrement visibles par rapport à d'autres. C'est ce que nous rappelait David Chavalarias tout à l'heure, avec ces sélections de ce que vous verrez, qui consistent en général en des messages qui sont très antagonistiques, qui sont basés sur l'agressivité plutôt que sur la discussion. Pourquoi? Pas parce que, ou du moins je ne le pense pas, les créateurs des réseaux sociaux essayent d'énerver les gens, mais simplement parce qu'ils ont remarqué une chose assez simple, c'est que les messages qui faisaient rester les gens sur les réseaux sociaux sont ceux qui les énervent. Et donc les gens ne sont pas là pour échanger des idées, les gens sont là pour exprimer leur opinion sur des faits avec une indifférence à la vérité, et avec un tableau final qui ressemble à une vision complètement déformée justement de l'expression populaire. Et ça, on le voit très bien. Moi, je fais régulièrement cet exercice au sein de la Fondation Descartes. Je compare la force de certaines positions sur les réseaux sociaux à ce que pensent réellement les Français interrogés avec un panel représentatif, etc. Et on voit des écarts, mais absolument monstrueux entre ces positions. Donc, je pense que c'est tout l'inverse que font les réseaux sociaux. Ils miment et donnent l'impression du lieu du débat public, mais en réalité sont des lieux de débat public où certaines voix s'expriment 1000 fois et d'autres jamais. Et donc c'est un trompe-l'œil, un miroir aux alouettes qui peut nous faire penser que le peuple s'y exprime, que la démocratie s'y joue. Et malheureusement, c'est plutôt l'influence qui s'y joue, l'influence politique, l'influence parfois étrangère, l'influence idéologique toujours, et qui fait systématiquement triompher les points de vue les plus radicaux. Et ça, en tant que Suisse, et ayant dès lors une certaine expérience d'une forme de démocratie directe, l'expression systématique et la mise en avant systématique des opinions les plus radicales et les plus minoritaires, c'est à peu près l'opposé de ce qu'on considère être une délibération. Donc je pense que voilà, les réseaux sociaux auraient peut-être pu devenir ça, ils ne le sont en tout cas pas devenus et n'ont réintroduit aucune horizontalité parce qu'on a la verticalité de l'algorithme de recommandation qui est une éditorialisation de l'actualité différente de celle des médias, parce que les médias ont une certaine transparence dans leur éditorialisation de l'actualité. Quand je lis Le Monde, je sais que je ne lis pas Le Figaro et inversement, donc je sais un peu comment ils éditorialisent l'actualité, je connais leur point de vue. Comme nous le rappelait David Chavalarias, on ne sait rien de la manière dont l'algorithme, lui, va sélectionner ce que je verrai ou non. Par contre, on en voit les effets. Et on voit les effets qui consistent justement à mettre en avant spécifiquement les points de vue les plus rares et les plus extrêmes sur tous les sujets, ce qui déconstruit, décompose la démocratie. Et le deuxième point de réintégration de la verticalité par les réseaux sociaux après les algorithmes, c'est celle précisément de la maîtrise de l'usage des mécanismes de ces algorithmes par certains de leurs utilisateurs, ce qu'on appelle par exemple en recherche les super spreaders, les super diffuseurs qui ont une visibilité absolument disproportionnée. On peut penser aux États-Unis, il y a certaines personnalités sur les réseaux. Prenons Musk, tiens, qui se rachète son réseau social pour permettre l'information du peuple par le peuple, je le cite. Moi, je ne suis pas abonné à Elon Musk, et pourtant, je vois 3 fois par jour ses posts sur Twitter, enfin sur X. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que voilà, on a une autre forme de verticalité qui s'est réinstaurée. Et comme je suis d'accord avec vous, la démocratie, ça ne se limite pas à l'élection, mais là, on a des personnes qui ont une voix absolument disproportionnée, mais qui n'ont jamais été élues non plus. Donc, je pense qu'on est aux antipodes de l'horizontalité et de la démocratie. Peut-être en complément sur cette horizontalisation de la démocratie, moi je ferais une distinction entre l'impact des réseaux sociaux dans les cycles électoraux, dans les phases électorales, et l'impact des réseaux sociaux entre 2 élections. Au moment des cycles électoraux,
c'est vrai que les réseaux sociaux peuvent avoir un impact, et singulièrement un impact auprès des indécis. Depuis l'affaire Cambridge Analytica, la première élection de Trump, le Brexit, on sait que dans ces moments de fragilité du débat public que constituent les grands scrutins nationaux ou les grands référendums, eh bien, il y a une petite proportion de la population qui fait la différence. Il y a 5 à 10% d'indécis qui peuvent faire basculer dans un sens ou dans l'autre l'orientation d'un vote. Et donc c'est assez facile, d'une certaine manière, de venir influer sur le cours des choses en ayant une influence sur ces indécis par le truchement de fausses informations ou d'une présentation un peu déformée de l'information. Au passage, je pense beaucoup plus à la problématique de la mésinformation, de la mauvaise information, plutôt qu'à celle de la désinformation, c'est-à-dire de l'infox ou de la vraie fake news. Je fais partie de ceux qui pensent que la vraie fake news, elle reste rare. La mésinformation, c'est-à-dire la mauvaise information, elle est totalement prédominante. Mais je ferme la parenthèse. Donc pendant les cycles électoraux, oui. Entre deux scrutins, moi je suis assez pessimiste, c'est-à-dire que l'horizontalité que permettent les réseaux sociaux et l'influence de cette horizontalité sur la décision publique, cette influence, de mon point de vue, elle est très très faible. Elle est très très faible. Il y a quelques exceptions à ça. Quand, pour reprendre les termes de Rosan-Vallon, le peuple devient un peuple vigilant, c'est-à-dire qu'il filme Benalla, rue de la Contrescarpe, et que ça commence à diffuser sur les réseaux sociaux, oui, ça fait scandale, ça fait affaire d'État, et donc on peut considérer qu'à ce moment-là, il y a une petite anicroche dans la manière dont le politique réagit. Mais ça reste marginal, en fait. Ça reste marginal. La plupart des informations qui se partagent sur les réseaux sociaux n'influent pas sur les décisions politiques au quotidien. Preuve en est que même les conventions citoyennes ont du mal à influencer, alors qu'elles sont demandées par le gouvernement, elles sont mandatées par le gouvernement. La première convention citoyenne pour le climat n'a pas eu d'effet, on le sait, ça a été suffisamment critiqué. Si je remonte un peu plus loin, le grand débat national, enfin voilà, beaucoup d'observateurs disent qu'il n'y a pas eu de traduction politique du grand débat national. C'est pas tout à fait vrai, mais ça reste quand même assez difficile à détricoter, hein, l'impact du grand débat national sur les décisions de politique publique qu'on suivi. Donc tout ça pour dire que cette horizontalité, elle fait en sorte que les citoyens parlent, mais ils ne sont pas nécessairement écoutés. Voilà. Je terminerai en disant que, alors, c'est pas une malédiction ou une fatalité. C'est-à-dire que on le voit avec la dernière convention citoyenne sur la fin de vie. C'est plutôt une réussite. Validé ou à peu près validé par le vote à l'Assemblée nationale. Donc on est en droit de se dire que le gouvernement et l'exécutif apprend et que la prochaine convention citoyenne, dont vous n'avez peut-être pas encore entendu parler, mais vous allez en entendre parler, qui est la convention citoyenne sur les rythmes de l'enfant, qui a démarré la semaine dernière, devrait a priori être une convention citoyenne à impact, puisqu'elle est censée se traduire par des expérimentations concrètes avant les municipales. Donc ça laisse une fenêtre de tir assez courte pour faire en sorte que les citoyens produisent des livrables qui soient directement opérationnels. Voilà. Mais je voulais juste mettre un tout petit bémol sur cette horizontalité. Le fait de faire s'exprimer par le truchement des réseaux sociaux ou par le truchement d'autres initiatives, c'est une chose. Le fait d'être écouté par la puissance publique, c'en est une autre. Oui, je voulais juste aussi rajouter un point sur ce que disaient la verticalité réintroduite dans cette apparence d'horizontalité se présente comme essentiellement économique. C'est-à-dire pourquoi on va favoriser un poste, parce qu'il va favoriser du flux, et plus on aura de flux, plus on aura de data à revendre, et plus on a un modèle économique qui sera prospère. Mais en réalité, il se trouve que cette économie n'est pas seulement de l'économie.
Parce qu'en fait, c'est seulement certains types de contenus qui sont poussés du fait de leur charge émotionnelle ou émotive, et que, essentiellement, ce sont des points de vue extrêmes. Ce qui est évidemment extraordinairement centrifuge, alors que peut-être que la raison publique a une vocation centripète. Mais tu voulais intervenir. Oui, non, juste pour continuer la discussion, pour moi, les réseaux sociaux ne sont pas le lieu de la délibération. Le lieu de la délibération, ce sont les conventions citoyennes. Mais je vois les réseaux sociaux. C'est-à-dire les réseaux sociaux, effectivement, c'est un instrument par lequel les individus lancent des idées, des informations. Bon, et après, qu'est-ce qu'on en fait? Et je ne condamne pas a priori, mais je peux me tromper, les idées, les opinions qui sont balancées sur les réseaux sociaux au motif que ce seraient des opinions non informées, banales, des gens qui savent rien, qui sont de la campagne, etc. Bon. Parce que, et j'ai en tête, enfin, je ne voudrais pas avoir la même réaction que la réaction qu'ont eu certains après la découverte de l'imprimerie par Gutenberg. Bon, j'étais pas né quand même à cette époque, mais quand même, je m'en souviens. C'est-à-dire que lorsqu'on a découvert l'imprimerie, il y a des gens qui ont dit « ça va être terrible, tout le monde va pouvoir écrire ». Alors qu'avant, l'écriture était réservée aux moines copistes. Et donc, d'un seul coup, on allait permettre l'écriture à tout le monde. C'est catastrophique. Je me souviens aussi des premiers, des archives, ou quand on a donné le droit de vote, d'abord aux hommes et ensuite aux femmes. Mais on a dit, mais c'est une catastrophe de donner le droit de vote aux hommes et aux femmes, parce qu'ils vont être influencés. Et il y a des descriptions de Tocqueville absolument extraordinaires. Tocqueville revient des États-Unis en disant à ses copains, il faut introduire le suffrage universel. Et ses copains disent, mais t'es fou, ça va permettre de mettre le peuple au pouvoir. Et Tocqueville dit, non mais vous n'y comprenez rien. Ils vont voter comme leur maître. Et il décrit les fils des nouveaux électeurs qui vont voter comme le curé dit ou comme le seigneur dit. Oui, vous donnez un instrument, les gens vont voter n'importe comment, les gens vont utiliser le réseau social n'importe comment. Ben, il y a un apprentissage qui se fait, d'où l'importance du travail que vous avez énoncé, c'est-à-dire apprendre à se servir de l'imprimerie, apprendre à se servir du vote, apprendre à se servir des réseaux sociaux. C'est comme un couteau. Un couteau, il peut servir à tuer quelqu'un et puis il peut aussi servir à couper une tarte. Il n'est pour rien, le couteau. Ça dépend de la manière dont on l'utilise et dont on arrive à le maîtriser. Pardon, excusez-moi. Alors, on va avoir un temps de questions, et comme on n'a pas fait tout à fait le tour du plateau, si vous avez des questions qui s'adressent particulièrement donc à Rosemary ou à David, elles sont en quelque sorte prioritaires de manière à ce que nous ayons une conversation équilibrée. Alors, y a-t-il dans cette honorable assemblée qui vient de faire finir sa sieste, donc, tel ou tel qui souhaiterait prendre la parole? Oui, je vois en haut à gauche. Je donne... Bonjour à vous. Vous m'entendez bien? Merci beaucoup pour votre intervention. Je suis plutôt d'accord avec Monsieur Escoubès. Moi, j'aimerais juste nuancer quelque chose. On parle de justement manipulation de l'information, comment l'information elle a été choisie sur nos réseaux sociaux, etc. Mais je suis aussi d'accord sur le fait que c'est pas vraiment les réseaux sociaux qui vont changer l'opinion politique de quelqu'un ou qui vont l'influencer, mis à part quand on hésite entre deux électeurs. Mais pour moi, la problématique et dont on parle pas assez, c'est justement les chaînes d'information. Je prends l'exemple TF1, CNews, BFM, qui sont pour moi personnellement plutôt des chaînes d'opinion que des chaînes d'information, avec des taux d'apparition de certains politiques qui sont inégales. Pour moi,
ça, c'est la vraie problématique. Et pourquoi on n'en parle pas assez? Pourquoi on remet directement la faute sur les réseaux sociaux? Qu'ils aient du bon ou du mauvais, on voit très bien que ce n'est pas eux qui influencent, qui influencent les voix électorales. On l'a bien vu récemment dans les dernières élections. Sur les réseaux sociaux, tout le monde parlait du LFI, etc. Pourtant, ce n'est pas eux qui ont pris les présidentielles. Et à chaque fois, on voit sur les réseaux sociaux des choses qui, dans la réalité, ne sont pas vraiment... Je rejoins le directeur de recherche de la Fondation. C'est vrai, les choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, on ne les voit pas vraiment dans la vraie vie. Et pourquoi sur les chaînes d'information, l'information est choisie de manière très inégale? Alors, c'est vrai qu'on peut que souhaiter qu'il y ait de la diversité sur les chaînes d'information, et il y en a où il y a de la diversité, et d'autres où effectivement c'est plutôt des chaînes d'opinion et il y a très peu de diversité. Mais pour revenir sur les réseaux sociaux quand même, si je prends par exemple l'exemple de la dernière élection aux États-Unis, il faut savoir que les impressions des tweets d'Elon Musk, il y a eu 17 milliards d'impressions, ce qui est 2 fois plus que l'ensemble des publicités politiques de tous les partis politiques des États-Unis. Donc on voit bien que ce sont des machines qui permettent de créer quasiment du jour au lendemain des énormes inégalités sans aucun contrôle. Alors, mais ça ne veut pas dire que le problème n'existe pas dans d'autres médias. Ça veut juste dire que côté réseaux sociaux, vous avez un média qui peut créer des inégalités de visibilité de manière massive, sans que ça soit d'ailleurs facile de les mesurer, parce que beaucoup de choses sont opaques dans les réseaux sociaux, alors qu'une chaîne de télévision, vous avez des organismes comme le CSA qui font des mesures, elles doivent rendre les directions des chaînes de télévision doivent rendre des comptes en période électorale. Sur les réseaux sociaux, c'est très très dur, même actuellement. Par exemple, X et d'autres réseaux d'ailleurs sont en infraction par rapport à la loi et on n'arrive pas à les remettre dans le chemin de la loi. Il faut savoir aussi qu'une grande différence entre la télévision et les réseaux sociaux, c'est que l'information y est personnalisée. Vous êtes le seul à voir ce que vous voyez dans votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucun moyen de mesurer, de vérifier que... Enfin, il n'y a aucun moyen. Tout est fait pour que ça soit difficile, pour mesurer une distorsion d'information au niveau des individus. Et d'ailleurs, les partis politiques en profitent. C'est arrivé plusieurs fois, et notamment aux dernières élections américaines, que par exemple le Parti républicain fasse des publicités ciblées contradictoires. Il va dire que Harris soutient les Palestiniens avec des publicités ciblées vers les Israéliens, et qu'il soutient les Israéliens avec des publicités ciblées sur les Palestiniens. Donc ça, c'est juste l'antinomie du débat public. Quelqu'un qui dit A à un public et non A à un autre public sans que personne puisse vérifier et le contredire, c'est qu'il n'y a pas de débat public. C'est ça le problème sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sur une chaîne de télé, qu'il y a quelqu'un qui dit une bêtise, c'est public, tout le monde le voit, tout le monde voit la même bêtise et on peut contredire. Sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas. Ou c'est difficile. De voir que ça a été diffusé à plusieurs personnes. Et il y a les réseaux sociaux, donc ce que les gens diffusent de manière publique, et puis après ce qui est diffusé par exemple, donc la publicité ciblée, là, ce que je viens de montrer, ce qui est encore peut-être une des couches les plus problématiques, parce qu'effectivement, pour la publicité ciblée, vous êtes le seul il faut être dans votre position pour connaître ce à quoi vous avez été exposé. Donc voilà, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas des problèmes sur d'autres médias, mais les réseaux sociaux ont des problèmes très particuliers, qui est leur opacité, leur personnalisation, l'utilisation des données des utilisateurs à des fins pour les revendre. Une télévision, on ne va pas faire une publicité ciblée vers l'auditeur, sauf si c'est une télévision en ligne avec un dispositif particulier, mais en général, non. Alors que, par exemple, aux dernières élections européennes et législatives en France, Facebook a revendu les données des citoyens français à la Russie de Vladimir Poutine pour faire de la publicité ciblée contre Macron et le gouvernement en pleine élection. C'est ça les réseaux sociaux, c'est le Far West avec l'utilisation des données des citoyens n'importe comment et des dispositifs très opaques où on ne peut pas, à part avec des audits assez sophistiqués et qui ne garantissent pas qu'on soit exhaustif, on ne peut pas vérifier qu'il n'y a pas eu distorsion complète de la loi. Bonjour à tous. Je voulais revenir sur ce qui a été abordé tout à l'heure par M. Chavalaria, je crois, la résilience démocratique par des réseaux alternatifs indépendants, où un de vous a abordé cela tout à l'heure. Et ma question, c'est combien de temps peuvent-ils rester alternatifs et indépendants ? Quelles sont les barrières qu'ils auraient, eux, que nous n'avons plus sur les réseaux sociaux qui ont été dévoyés ? Et voilà, et quelle confiance peut-on leur attribuer dans le cadre d'une résilience démocratique ?
Je réponds rapidement avant de passer la parole à mes collègues, parce qu'effectivement, c'est moi qui ai abordé cette question-là. Il faut savoir que dans le code d'un réseau social, c'est-à-dire l'infrastructure numérique, les algorithmes, est inscrit une forme de politique. Les réseaux sociaux, comme par exemple X, sont centralisés, et donc tout le pouvoir de mise en visibilité est centralisé pour ceux qui détiennent le réseau social. Elon Musk a pu racheter X. En rachetant X, il a racheté toutes les données des utilisateurs de X depuis 2006, tous leurs messages privés, tous leurs messages publics, leurs données personnelles, leur numéro de téléphone qu'il peut réutiliser comme il veut. Ça, c'est le contrat que les utilisateurs ont avec X. En face de ça, donc, vous avez des réseaux sociaux qui sont basés sur d'autres règles, qui justement visent à plus de résilience. Donc, une des règles, notamment, c'est que, eh bien, le réseau social lui-même est interopérable avec un autre réseau social. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, si quelqu'un change les conditions du réseau où vous êtes, ben vous pouvez passer au réseau d'à côté sans perdre l'équivalent de votre numéro de téléphone, c'est-à-dire sans perdre votre audience ni vos contenus. Ça, c'est indispensable, sinon vous êtes captif de votre audience. Donc personne, par exemple, ne peut racheter Mastodon. Mastodon, c'est 10 000 opérateurs, c'est comme si vous disiez, personne ne peut racheter la téléphonie en France. Même si vous arrachetiez tous les opérateurs téléphoniques, ça n'empêcherait pas un énième plusien opérateur téléphonique de monter son truc et de proposer d'autres conditions. Vous ne pouvez pas racheter quelque chose qui est basé sur un protocole. Donc ça, c'est la garantie qu'apportent les nouveaux réseaux sociaux, nouvelle génération, donc Blue Sky, Mastodon et d'autres qui arrivent, parce que ce ne sont pas les seuls à travailler là-dessus, c'est comment vous garantissez que personne ne peut racheter l'écosystème numérique, comment vous garantissez que toujours les utilisateurs auront le choix de comment ils sont alimentés en information, ça c'est le pluralisme algorithmique, et comment vous garantissez qu'un utilisateur sera libre de circuler d'un réseau social à un autre sans perdre son capital social et son capital éditorial. Ça, c'est des libertés fondamentales, en fait, de réseau social. Mais elles n'ont jamais été posées parce que les premiers réseaux sociaux qu'on a eus ont été faits de manière à nous garder captifs et de ne pas les respecter. Et donc, quand vous commencez à réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'un réseau social, quelles sont les garanties qu'on doit apporter aux utilisateurs, eh bien, vous avez cette nouvelle génération. Et ces nouvelles générations, il y a la garantie qu'elles ne seront pas appropriables. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de la désinformation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des trolls russes qui vont aller sur Blue Sky ou Mastodon essayer de faire des choses. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus de garanties pour l'utilisateur. Et par ailleurs, comme les réseaux sociaux c'est des réseaux ouverts, des laboratoires de recherche, des instances gouvernementales peuvent faire des études et alerter. Nous, par exemple, sur X Twitter, pendant des années, on avait un observatoire en temps réel, on pouvait dire, attention, là, il y a une opération qui vient de tel ou tel groupe politique ou tel pays. Maintenant, c'est plus possible. X a fermé totalement ses robinets. Par contre, sur les réseaux sociaux ouverts, c'est possible. Vous aurez un tas d'acteurs qui vont vous fournir de l'information additionnelle pour interpréter ce qui est en train de se passer sur le réseau social. Et ça, c'est hyper important. Merci beaucoup. Alors, on va à présent élargir notre panel et on va fusionner donc ce premier panel sur les réseaux sociaux avec les intervenants qui étaient prévus et qui sont prévus pour nous parler de l'open data. Donc, j'appelle Samuel Goetta, et puis nous devons avoir en ligne, si la technique fonctionne, Constance Nebula, dont je ferai la présentation dans un instant, une fois qu'elle sera peut-être à l'image. Peut-être présenter donc... oui, on viendra aux questions dans un instant. Merci beaucoup. On poursuit le panel. Voilà, donc Samuel Goetta qui est maître de conférence associé à Sciences Po Aix, et voilà, qui est docteur en sociologie, mais c'est aussi quelqu'un qui se décrit comme un militant de la source ouverte, c'est-à-dire l'idée que eh bien, les citoyens doivent pouvoir accéder à l'ensemble des données qui les concernent et qui sont détenues par l'administration. Et pour ce faire, donc Samuel a créé ce qu'on appelle une SCOP, c'est-à-dire une société coopérative qui s'appelle Data Activist, et voilà, dont vous allez peut-être nous dire quelques mots. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Je vais vous en dire quelques mots. Donc, j'ai 3 casquettes, c'est un peu spécial. Donc, je suis maître de conférence associé en sociologie à Sciences Po Aix.
Je suis cofondateur d'une société coopérative d'une vingtaine de personnes qui met en œuvre des principes de démocratie qu'on pourrait dire continue au quotidien. Du coup, nous, on travaille sur les questions toujours d'open data, mais plus largement de gouvernance et de circulation des données. Et j'ai une activité militante, associative au sein de l'association Open Knowledge France, où j'anime un site qui s'appelle madada.fr pour faire fonctionner un droit qui est encore peu connu, pas assez connu, et qui est pourtant un droit fondamental reconnu à valeur constitutionnelle, qui est le droit d'accès aux documents administratifs. Et à ce titre-là, je fais partie de l'équipe qui anime un site qui s'appelle madada.fr et qui vous permet à tout le monde d'exercer votre droit d'accéder aux documents qui sont produits, aux données qui sont produites dans le cadre des missions de service public. En gros, pour vous dire, avec ces 3 casquettes, ce qui les rassemble et ce qui m'anime depuis une quinzaine d'années, c'est l'idée que les données sont l'affaire de toutes et de tous. Que, en fait, les données ne devraient pas être l'apanage d'une petite élite de data scientists, de personnes qui ont des compétences techniques très fortes. Je suis pas du tout un expert en analyse de données. Enfin, je sais faire pas mal de choses avec des données, mais j'ai pas de formation au départ dans ce domaine-là. Moi, j'ai plutôt des sciences humaines. Mais je pense qu'en fait, c'est vraiment une compétence, la capacité de comprendre, d'analyser et de pouvoir produire des choses avec des données, ça devient une compétence essentielle en démocratie, parce qu'en fait, on fait face à plein de données. Les données, quand on en parle, ça fait peur. Les données, quand on en parle, ça va aussi être associé à des questions de surveillance. Et on a un peu le sentiment de perdre pied avec ces données. Alors moi, l'approche que j'ai, c'est de dire, il y a un mouvement qui existe depuis un peu plus de 15 ans, 20 ans, qui est le mouvement de l'open data, qui permet à tout le monde d'aller sur des portails comme data.gouv.fr et d'accéder à des données. Donc c'est quand même un truc déjà qui est complètement nouveau, parce qu'en fait les données au départ c'était un truc un peu opaque qui était dans des data centers, on ne sait pas vraiment trop où. Là vous avez accès à des données et à des trésors de données. Alors ça va être vraiment tout et n'importe quoi. Alors moi, comme j'aime bien la nourriture, pourrais vous parler des fromages AOP, de la base de données des fromages AOP. Je pourrais vous parler des données d'Open Food Fact qui sont produits par les citoyens sur tous les produits alimentaires et qui ont permis l'émergence de Yuka, mais aussi de l'application Open Food Fact, même du Nutri-Score, qui sont nés en fait de ces bases de données qui sont librement réutilisables. Et je pourrais vous parler des accidents de la route. On a la localisation de chaque accident qui est disponible en open data. Je pourrais vous parler aussi des données des marchés publics, de leur transparence et aussi de leur opacité, ce qui a fait que quand il y a eu l'affaire McKinsey, c'était un peu compliqué de savoir que McKinsey bossait sur la stratégie vaccinale du gouvernement. Je pourrais vous parler des délibérations, qui est un jeu de données extrêmement intéressant, des délibérations des élus. Je pense que Constance pourra aussi en parler juste après. Mais voilà, il y a des trésors de données qui sont mis à votre disposition et vous pouvez en obtenir plus si vous utilisez de votre droit d'accès aux documents administratifs. Et moi, je considère que ces données-là, en démocratie, elles sont essentielles et qu'elles permettent de renforcer le débat démocratique. Alors quand on parle de données, on pense un peu à, peut-être vous pouvez penser à votre abonnement téléphonique. Quand vous prenez votre abonnement chez Free et Orange, vous achetez 250 gigaoctets de données par mois. Alors il y a cette vision-là des données, mais il y a aussi une vision beaucoup plus scientifique qu'on représente souvent sous la forme d'une pyramide, qui est la pyramide de l'information et du savoir. Et pourquoi on parle d'une pyramide? C'est une idée d'une progression. Alors c'est un modèle qui est critiquable et que je pourrais tout à fait critiquer, mais qui est assez heuristique pour comprendre ce que sont les données. On a à la base de cette pyramide, on a les données. Et pourquoi c'est une base de pyramide? Parce que cette base, elle est large. Et il faut beaucoup de données pour passer à l'étape d'après, qui est celle de l'information. Ce qui va faire qu'on passe de la donnée à l'information, ça va être souvent de la visualisation, ça va être la sélection d'un chiffre, ça va être tout un travail de traitement. Mais à la base, en fait, on peut même faire des jeux de mots de geek et dire que les données, c'est la base. Et donc, là, ça va être la base de l'information et du savoir. Et donc ça va être l'étape d'après. Une fois qu'on a plein d'informations, on peut passer à l'étape du savoir. Et certains théoriciens considèrent qu'il y a la pointe de cette pyramide, c'est la sagesse. Alors ça marche et ça marche pas comme modèle. Si vous prenez l'exemple du changement climatique, effectivement, il a fallu beaucoup de données pour se rendre compte que la température augmente, une information, et que cette température, elle augmente à cause des activités humaines, et en théorie, ça devrait entraîner de la sagesse. Alors,
bon, je ne suis pas sûr que ça ait vraiment tant que ça changé nos comportements. Et si le fait qu'on mette des satellites et des capteurs partout entraînerait une sagesse mécaniquement parce qu'on a plus de données. Mais ce modèle, en tout cas, il est intéressant parce qu'on considère que les données sont la base de l'information et du savoir. Et ce qui est intéressant avec l'open data, c'est que quand on regarde le débat démocratique, le débat démocratique, il use et il sature de chiffres qui nous sont balancés par les élus, un peu comme des arguments d'autorité, qui souvent s'imposent à nous. Nous, on est un peu désemparés face à ça. Je vous invite juste à voir, parce que pas grand monde l'a regardé, parce que c'était un peu chiant, l'interview de Macron la longue interview de Macron sur TF1, dans lesquelles il y a eu pas mal de chiffres. Et il y a eu notamment des graphiques, des visualisations de données qui étaient utilisées, qui étaient très intéressantes, et franchement, c'était vraiment très bien fait. Mais ça s'imposait en fait, on avait pas le temps, c'est pas tant Macron, c'est que le dispositif, on avait ces chiffres-là, on n'avait pas le temps de les analyser, on avait des graphiques face à nous, il y a eu plein de chiffres, plein d'analyses de données, notamment sur le déficit. Et en fait, très souvent, c'est ça qui se passe. Vous regardez un débat, on vous balance plein de chiffres, et vous n'avez pas l'occasion de vérifier, de savoir d'où ça vient, et de comprendre même ce qui se passe. Ce qui est intéressant avec l'open data, c'est que vous pouvez remonter à la source, et vous pouvez proposer d'autres interprétations, d'autres formes de visualisation, et vous pouvez aussi contester, et ça peut servir dans le débat démocratique. Moi, ce que je constate en tout cas, c'est que les acteurs de la démocratie participative se sont assez peu saisis de ces questions de données, notamment dans le cadre, par exemple, on peut prendre des débats publics, des conventions citoyennes. On remonte très peu à la source. Il y a eu une expérience que j'avais un petit peu suivie, qui est celle de la 3e ligne de métro à Toulouse, dans laquelle ils ont fait des ateliers de cartographie avec des citoyens pour voir est-ce que le tracé de cette ligne de métro correspondait vraiment à une idée d'objectivité qui était avancée par la métropole. Mais en fait, ça, c'est assez rare. Et donc, en fait, les données, là, il y a une opportunité quand même. On a accès à énormément de données. Maintenant, on fait face à un problème qui est que ça reste encore beaucoup trop l'apanage d'une petite élite. Et donc, j'essaye, mais il y a plein d'autres qui essayent de faire ça au sein d'un mouvement qui est naissant, qui s'appelle celui de la data literacy. La data literacy, c'est l'idée que les données deviennent un élément de la littératie, comme lire, écrire ou compter, que dans un environnement informationnel où il y a beaucoup de données et les données jouent un rôle important dans la démocratie, on doit développer ces compétences et donc j'ai développé ces idées-là dans un livre qui s'appelle Les données de la démocratie, qui part du principe que les données pourraient, l'accès aux données pourrait renforcer la transparence de l'action publique, mais aussi servir à transformer les administrations. Et donc je dresse un bilan critique de ce mouvement de l'open data qui existe depuis une dizaine d'années en France. Et je fais aussi des propositions pour que les données servent la démocratie et renforcent la démocratie pour que on puisse avoir cette capacité à débattre, critiquer les données, puis aussi parfois à s'en abstraire parce que aussi à un certain moment on en sature. Merci beaucoup. Alors, Constance est présente. Merci d'être présente malgré vos nombreuses occupations et d'avoir pris ce temps en visio pour être parmi nous. Voilà, donc vous êtes vice-présidente de la région Pays de Loire, donc vous êtes une politique. Et j'ai cru comprendre en préparant cet entretien que les politiques n'aiment pas beaucoup l'open data et pourtant vous êtes présidente d'Open Data France, donc vous allez pouvoir peut-être nous expliquer ce paradoxe et en quoi vous êtes différente. L'essentiel, c'est que je puisse effectivement participer à l'échange avec vous. C'était important pour moi, notamment un petit peu pour rebondir sur votre question, briser ce tabou comme quoi les politiques ou la politique ne s'intéresserait pas au sujet des données. C'est un peu l'objet, entre guillemets, de mon intervention. Peut-être vous commencez par me présenter, puisque j'ai plusieurs casquettes, et elles sont toutes plus ou moins liées par rapport à ces sujets numériques au sens large. Alors, je suis élue depuis 2014 à la ville d'Angers. J'ai en charge la transition numérique. Je suis aussi vice-présidente d'Angers-Loire Métropole, en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche du territoire intelligent. Et c'est à ce titre, pour Angers-Loire Métropole, que je suis devenue présidente d'Open Data France, dont je vais vous parler juste après. Et je suis effectivement vice-présidente de la région Pays de la Loire, en charge du numérique et de l'intelligence artificielle. Donc, comme vous le voyez, j'ai une casquette très numérique et ça fait une dizaine d'années que je suis impliquée sur ces sujets-là. J'ai l'habitude de dire que le numérique, c'est politique. Et donc, ce qui nous concerne au quotidien, à savoir
la confiance des citoyens, la confiance des électeurs, le service public. Comment est-ce que la donnée, la data peut être un outil, un élément pour favoriser cette confiance et participer à produire un service public de qualité. Il y a 2 ans, je suis devenue présidente d'Open Data France, qui, pour vous présenter l'association, est une association d'élus. C'est une association qui regroupe des collectivités, et les collectivités sont représentées par des élus. Au sein de cette association, on retrouve des maires, donc des communes, des vice-présidents de métropole comme moi, des élus régionaux, des élus départementaux. Donc vous avez toutes les strates de collectivités qui sont représentées. Bien entendu, en matière de maturité sur la donnée et particulièrement sur l'open data, tous n'ont pas le même niveau ni de maturité, de compréhension ou d'objectifs ou de moyens. Mais l'objectif de l'association, c'est de montrer le potentiel de transformation et d'innovation des acteurs publics territoriaux, notamment grâce à l'effet, à la dynamique générée par l'ouverture des données. Donc c'est un réseau d'échange, c'est une association qui favorise la donnée d'intérêt général, son partage, sa collaboration, son interopérabilité, son ouverture. Et aujourd'hui, on est dans une phase où on dépasse la simple ouverture des données. Je dis la simple parce que c'est une obligation réglementaire pour les collectivités territoriales en France de plus de 3500 habitants. À la base, pour un argument surtout de transparence, comme l'a dit d'ailleurs Samuel sur ce que c'est un droit aux citoyens. Et aujourd'hui, pour convaincre les élus du bien fondé de cette ouverture de données, on a basculé de l'open data à la data, et j'irais même presque plus loin aujourd'hui de la data à l'IA, puisqu'il n'y a pas d'IA sans data. Et donc, pour convaincre les élus, les collectivités de s'impliquer sur ces sujets, ce large sujet de la donnée, on passe surtout aujourd'hui par les cas d'usage, à savoir comment est-ce que la donnée est un outil pertinent, encore une fois, pour délivrer notre métier, entre guillemets, délivrer le job d'élu et délivrer que la collectivité délivre son service public de la meilleure manière qui soit. Alors bien entendu, dans le sujet de la relation démocratique, la relation avec la citoyenneté, la donnée a toute sa place, puisque ça permet notamment de donner un meilleur service public. Je prends au moins un exemple. Le premier utilisateur des données ouvertes, ce sont les collectivités elles-mêmes. Ce sont donc grâce à leur propre ouverture de données qu'ils peuvent développer des services utiles aux habitants. Par exemple, une application municipale. Une application municipale à Angers, comme Vivre à Angers, 90% de l'application qui permet de savoir quand est-ce qu'il faut sortir les poubelles, de connaître les bassins de nage ouverts dans les piscines municipales, de connaître le menu de la cantine, le bus qui passe, les places de stationnement disponibles, la pollution de l'air, les allergènes, etc., etc. C'est une application ultra personnalisable. Et elle est complètement basée sur nos propres données et le traitement de cette donnée, la réutilisation de cette donnée et l'ouverture de ces données. Donc si les citoyens, in fine, ont une application utile dans leur quotidien, c'est grâce à la montée en maturité de la collectivité en matière de gestion de données. Et puis il y a un autre élément important, c'est que les citoyens eux-mêmes aient confiance qu'ils ont droit, d'une part, à effectivement, comme l'a dit Samuel, à connaître un certain nombre de choses et donc à avoir accès à de l'open data, mais aussi eux-mêmes à savoir comment est-ce que leurs données sont utilisées, traitées, à quoi ça sert, etc. Et donc, je vous parle d'une deuxième initiative. À Angers, on a créé une instance citoyenne qui s'appelle le Conseil local du numérique, qui est une instance qui réunit que des personnes qui ne sont pas experts des sujets numériques et qui ne connaissent pas particulièrement ces sujets. Et on a sensibilisé, intéressé, formé ces 40 citoyens qui ont été tirés au sort sur les enjeux de la donnée pour construire une stratégie métropolitaine de la donnée à l'échelle d'Angers-Loire Métropole et les impliquer dans cette réflexion. Ça veut dire qu'il y a eu des ateliers collaboratifs, des échanges, de la formation, de la sensibilisation, l'intervention d'un cabinet, etc. Et donc, ils ont fait partie du processus dans la collectivité de comment est-ce qu'on construit une stratégie métropolitaine de la donnée. C'était l'année dernière, c'était il y a 1 an et demi, et aujourd'hui, enfin précisément la semaine prochaine, on construit une stratégie métropolitaine de l'IA. Et à nouveau, le Conseil local du numérique va participer, donner son avis, à la fois eux-mêmes se former sur les questions d'IA et de services publics, et aussi donner leur avis sur c'est quoi leur vision pour eux de l'utilisation de l'IA dans une collectivité.
Donc voilà un petit peu, de manière très succincte, je pense qu'il y aura des échanges après, mais les points essentiels qui est aujourd'hui le maître mot de ce qu'on défend avec Open Data France notamment, mais je le fais avec toutes mes casquettes, c'est bien l'utilité de la donnée comme bien commun pour favoriser encore une fois un service public de qualité et proche de nos concitoyens. Merci infiniment. Je vais à présent donner la parole à ceux qui la souhaitent, à savoir, dans cet auditoire, y a-t-il des gens qui souhaitent poser des questions? Tout à l'heure, il y avait une personne qui souhaitait poser une question. Apparemment. Bonjour, c'est bon, on m'entend. À qui la question s'adresse en particulier? Comme ça nous permettra peut-être... Un peu à vous tous. Très bien, et en fait, je reviens sur le sujet des réseaux sociaux tout à l'heure. J'ai mon avis qui s'accorde avec Monsieur Rousseau, parce que en fait, je trouve que vous avez parlé beaucoup des aspects négatifs des réseaux sociaux, alors qu'il y en a des positifs aussi, comme notamment les collectes de dons quand il y a des accidents de la vie qui arrivent à des personnes, ou des choses comme ça. Et je voulais savoir si vous tous avez vous-même des réseaux sociaux personnellement, et pourquoi les avez-vous si vous pensez que c'est aussi négatif que ça? Alors, moi je fais partie de ceux qui n'en ont pas. Quelqu'un souhaite... Bonjour. Non, je ne pense pas que quiconque nie que les réseaux sociaux puissent avoir des aspects intéressants et positifs. Évidemment, quand on discute d'un sujet comme celui du lien entre les réseaux sociaux et la démocratie, ce qui va nous apparaître en premier, c'est les espoirs déçus pour la démocratie de l'apport des réseaux sociaux. Après, évidemment que les réseaux sociaux apportent toutes sortes de choses en termes de contacts interindividuels. On l'a bien vu pendant le Covid, par exemple pendant le confinement, hein, où des familles ont pu rester, des grands-parents avec leurs petits-enfants, etc., en contact avec leurs proches, notamment via les réseaux sociaux. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de débat sur cette question. En revanche, la question vraiment qui nous concerne plus aujourd'hui, j'ai l'impression, même peut-être que je me trompe, c'est vraiment celle de l'impact des réseaux sociaux sur le fonctionnement de nos démocraties. Et là, le bilan tel qu'on est nombreux à le dresser, hein, je suis pas le seul à le dresser, c'est qu'il a tendance à être extrêmement négatif sur la vie démocratique. Et une nouvelle fois, ce bilan négatif est d'autant plus marqué qu'on pensait vraiment que les réseaux sociaux, c'est ce qui allait pouvoir renouveler la démocratie. Au début du développement d'Internet puis des réseaux sociaux, c'était l'espoir qu'on avait tous. Les grandes institutions démocratiques, internationales, etc., écrivaient des rapports dithyrambiques sur ce qu'allait pouvoir amener les réseaux sociaux au débat public, à la délibération publique, etc. Rapprocher, ça permettait de vaincre certains espaces cognitifs, certains espaces parfois géographiques au débat public. Donc on avait beaucoup d'espoir pour de vrai, et aujourd'hui il faut admettre que ces espoirs ont tous été systématiquement douchés, ce qui ne veut pas dire, et ça je pense que c'était important de le rappeler comme ça a été fait aussi, qu'il soit impossible d'inventer des plateformes de délibération démocratique. Il est probablement possible de le faire, il y a des gens qui y travaillent, et c'est d'autant plus possible qu'on connaît aujourd'hui quels sont les problèmes des réseaux sociaux sur la délibération. Donc on peut, grâce à ces enseignements, essayer d'arriver vers quelque chose de plus adapté à un fonctionnement démocratique. Oui, moi je voulais dire que, en fait, avec les élèves, on regarde aussi bien l'aspect, effectivement, on a des débats sur la cybercitoyenneté, comment concilier cybercitoyenneté, liberté d'expression. On regarde effectivement, c'est vrai, le regard négatif sur tout ce que charrient les réseaux sociaux de toxiques, les contenus qu'ils soient haineux, mercantiles, racistes, les contenus inappropriés, et j'en passe. Mais c'est vrai que aussi on aborde le fait que les réseaux sociaux, ce sont aussi des agoras numériques où on peut s'exprimer, on peut se former, on peut créer, on peut partager, on peut faire des actions collectives, des actions d'entraide. Je montre aussi aux élèves qu'il y a par exemple, voilà, sur Facebook, il y a un collectif qui s'appelle « Je suis là », je sais, il n'y a pas beaucoup de membres, il y a 6000 membres, mais qui peut poster des commentaires positifs à des contenus haineux, de montrer aussi qu'il y a des possibilités que
par exemple, dans des étudiants qui ont créé, c'est sur la Sorbonne, une opération couverture pour l'hiver pour collecter des habits, des couvertures, et aussi pour s'organiser, pour dispatcher et tout. Il y a des opérations comme Citizen Fact. Alors, et puis aussi Oxbuster.com. Moi, ce qui m'intéresse, mon sujet, c'est les fausses informations. Mais sur les fausses informations, Oxbuster.com, c'était un site où on fait du fact-checking collectif. Et ça, c'est très intéressant. Citizen Fact, c'est de la collaboration entre des citoyens et puis des journalistes. Donc, bien sûr qu'il y a des opérations positives. Donc, en fait, donc je parle de ce que je connais bien, moi, c'est l'éducation aux médias. Nous, ce qui est important, c'est de montrer aussi, c'est les deux facettes à montrer, que nous devons montrer. Alors, par rapport à la donnée, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est effectivement important de proposer, de former les élèves, les sensibiliser à la protection des données, et à ce que sont les données, à définir les données. Mais en ce qui concerne les plus jeunes, je pense que moi, c'est plutôt une expérience pour les intéresser, c'est plutôt de leur proposer des activités qui les touchent eux, qui touchent leur quartier, leur village, parce que c'est en photographiant, c'est ce que je montrais tout à l'heure, leur village, en montrant par exemple il est le plus beau de France et le plus laid de France, eh bien ils prennent mieux conscience que on peut partir ça peut susciter des interprétations différentes selon l'endroit où on prend la photo, le contexte, le moment où on prend la photo, le réglage, l'angle de vue, le cadrage. Et aussi de partir sur des thèmes, les faire jouer, créer des contenus très ludiques et variés, et partir de leurs usages, de leurs influenceurs préférés, partir aussi de développer. Et alors, peut-être, c'est ce que tu voulais dire, Laurent, développer l'esprit critique sur des thématiques très variées dans toutes les matières enseignées, parce que l'éducation à l'esprit critique, c'est transversal et transdisciplinaire. Par exemple, vérifier la source, ça s'apprend dans toutes les matières, que ce soit histoire, géo, SVT, musique, dessin. Et aussi favoriser. Donc moi je parle plutôt de l'individu, du local. Alors c'est vrai qu'ils sont plus jeunes, hein, et puis aussi favoriser les expérimentations scientifiques et technologiques. Par exemple, vérifier l'authenticité d'une photo de fantôme qui avait circulé sur une chaîne YouTube aux 9 millions d'abonnés, la chaîne YouTube qu'ils adoraient. Ça a été l'occasion pour expérimenter le maniement d'un appareil réflexe numérique, et plus particulièrement le réglage du temps de pause, parce que quand on allonge le temps de pause, on fait des photos de fantômes incroyables. Et puis aussi de recourir aux improvisations théâtrales, parce que quand on fait des impros théâtrales, on met les gens les élèves dans la situation de se mettre dans la peau d'influenceurs qui font des placements de produits. Ils se mettent dans la peau de journalistes. On parlait tout à l'heure de se mettre dans la peau de journalistes. Donc là, comprendre la notion de point de vue et de se mettre dans la peau de journalistes et des personnes interviewées. Dans une impro qui a pour thème une manifestation contre la chasse, il y a un élève qui s'est mis dans la peau d'un témoin, il a vu un mort, il y avait du sang partout, il n'en démordait pas, alors qu'il y avait un pompier qui affirmait avoir pris en charge un seul blessé léger. Qui croire? Est-ce que tous les témoignages ont la même fiabilité? La manif est un succès selon les uns et un échec selon les autres. Là aussi, qui croire? D'où l'importance de recueillir les différents points de vue des protagonistes impliqués dans un événement et de savoir faire la différence entre une opinion et un fait prouvé. On va
Voilà. compléter. Donc, Merci. voilà, ce que je voulais dire, Constance, c'est partir vous de vouliez l'humain, du local, et pas uniquement... Enfin, des datas, c'est formidable, c'est très intéressant, mais pour faire de l'éducation, en tout cas, je pense que c'est important de rester à ce niveau-là. Très bien. Constance, vous vouliez peut-être intervenir ? Oh, ce sera beaucoup plus court. C'est juste que quand j'ai entendu la question de la jeune femme, j'en ai déduit que vous aviez parlé de réseaux sociaux avant, et potentiellement d'un point de vue négatif, sans doute, lié je dirais à l'actualité, là pour le coup politique, médiatique, sur l'éventuelle interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, les contrôles parentaux, la limitation d'horaires, etc., etc. Donc je vais peut-être un peu bousculer tout le monde parce que je ne sais absolument pas de quoi vous avez parlé, mais moi je suis assez tristement surprise des pseudo-solutions qu'on essaye de trouver qui passent par la limitation et la réglementation plutôt que passer par l'éducation. C'est quand même assez problématique. Je suis complètement contre l'interdiction des réseaux sociaux, contre la proposition d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, puisqu'on vient interdire au lieu de tout simplement se poser la bonne question de d'où vient le problème et comment est-ce qu'on n'a absolument pas formé, impliqué, éduqué la génération qui arrive à l'impact des réseaux sociaux dans leur vie et l'impact des réseaux sociaux dans le travail, l'impact des réseaux sociaux dans nos sociétés, parce que nous vivons dans une société de réseaux sociaux et que tout le monde a l'air de le découvrir et de découvrir les choses négatives qui peuvent en découler, mais qui font malheureusement plus parler que toutes les choses positives. Moi, je suis très présente sur les réseaux sociaux, et pour parler un petit peu du sujet qui concerne aujourd'hui, à savoir la démocratie et le lien avec les citoyens, je remercie encore une fois les réseaux sociaux d'avoir créé ce pont beaucoup plus faible, ce lien très, très, très rapide, très étroit entre la population et les élus et la politique. Et ça, pour moi, c'est le meilleur atout possible, et ça ne peut pas être effacé d'un revers de main. Je pense même que je n'en serais pas là moi-même aujourd'hui ici si je n'avais pas eu les réseaux sociaux pour m'aider à faire ce que j'ai fait, à faire connaître ce que j'ai fait, si je n'avais pas eu autant d'échanges quotidiens, et j'ai des échanges quotidiens heureusement avec les citoyens, hein. Je fais partie de ceux qui reçoivent peut-être pas beaucoup de courriers papier, mais beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, et c'est tout aussi important. Être élu, c'est être présent sur les réseaux sociaux, c'est répondre aux problématiques des citoyens, et fort heureusement qu'on répond à des messages de citoyens qui ont moins de 15 ans, même s'ils ne votent pas. Donc il y a de plus en plus, au contraire, pour moi, de jeunes qui sont intéressés par la vie publique. Et si on veut intéresser la jeunesse à la vie publique, c'est pas en supprimant les réseaux sociaux avant 15 ans qu'on va les intéresser. Donc c'est peut-être pas l'objet du débat aujourd'hui, mais je pense qu'on se trompe de combat, et c'est sûrement pas en réglementant, en limitant et en frustrant, parce qu'on trouvera il y aura des contournements de trouver de toute façon. C'est plutôt au contraire en assimilant, c'est comme l'intelligence artificielle, en intégrant, partant du principe que ça fait partie de notre monde, de notre société, et qu'il faut l'intégrer, et donc il faut éduquer et former dès le plus jeune âge. Il faut éduquer les parents à eux-mêmes éduquer leurs enfants. C'est pas à l'État de limiter la présence des jeunes sur les réseaux sociaux, mais ce n'est que mon avis. Je vais aller dans le sens de l'intervention de Constance pour rebondir sur un terme qu'elle a employé, qui est celui de pont. Classiquement, quand on étudie les réseaux sociaux, en tout cas dans les premiers travaux qui ont étudié les réseaux sociaux en sociologie, il y avait deux fonctionnalités qui ont été abordées plutôt sur le web. Il y avait une première fonction qui était celle de bonding. Bonding, c'est le fait de créer du lien avec votre communauté proche. Si moi je prends mon exemple de mon usage personnel des réseaux sociaux, avec mes personnes proches, je pense que les groupes WhatsApp m'ont éloigné beaucoup plus de ma famille, de mes cousins, le groupe de la cousinade, je ne sais pas si vous voyez à peu près cette ambiance-là, moi m'a beaucoup plus éloigné de ma famille. Et le fait que chacun donne son avis sur tous les derniers sujets d'actualité, j'en ai rien à faire, arrêtez de m'emmerder avec ça. Voilà, c'est un message à la cousinade. De ce point de vue-là, moi je trouve que sur ce point-là du bonding, le fait de rapprocher les liens, je trouve que les réseaux sociaux ne m'ont pas rapproché des personnes dont je suis censé être les plus proches. À l'inverse,
L'autre fonctionnalité en sociologie des réseaux sociaux, c'est celle de bridging, c'est celle de créer des ponts, des liens avec des personnes qui ont des centres d'intérêt communs, mais que j'aurais moins l'occasion de rencontrer. Alors comme vous savez, je suis fan de cuisine. Instagram a beaucoup aidé là-dedans. Il y a sur d'autres passions de niche, les données, merci, les trains, les infrastructures. Je trouve que moi le bilan il est super positif et il y a des bilans qui peuvent être positifs. Donc je dirais pas si c'est positif, négatif. Mais je pense qu'aussi c'est une question, je pense qui peut être, en tout cas, qu'il faut aborder sous l'angle de la régulation. J'avais travaillé il y a longtemps sur la question de la filtrage et de la régulation d'Internet. Et à l'époque, j'avais étudié, je suis nul en droit, donc pardonnez, mais j'avais étudié quand même comment la Cour suprême avait étudié ces questions de filtrage et régulation d'Internet, et ils avaient étudié la question de l'espace public et comment l'espace public il se déplaçait aux États-Unis sur Internet, et ils avaient fait une métaphore que je trouve intéressante, qui est celle du centre commercial. Si vous êtes déjà les rues aux États-Unis, c'est pas l'endroit où il y a beaucoup de manifestations, où il y a beaucoup de gens. Si on devait faire des manifestations aux États-Unis, ce serait plutôt dans des espaces privés, comme les centres commerciaux. C'est là où sont les gens. Et en fait, maintenant, il y a une évolution comme ça. Et la Cour suprême, je crois, je suis pas très bon, avait dit que ça se passait aussi sur ces espaces-là qui étaient privés, qui devenaient des espaces publics là. Et je pense que aussi, il faudrait à un moment se poser la question de la régulation de ces espaces que sont les réseaux sociaux pour leur fonction démocratique, comme on le fait classiquement avec les médias. Il y a des règles que l'Arcom a sur l'expression des uns et des autres, sur ce à quoi on peut être exposé dans un algorithme. On pourrait avoir ce même genre de choses. Et je suis d'accord en tout cas avec Constance que on va pas nous refaire la question de la régulation. Forcément, il y a certains usages qui doivent être interdits. Mais je trouve que... je vais pas trop m'étendre là-dessus, c'est pas mon sujet. J'allais m'étendre là-dessus, je voulais juste dire un autre point qui est lié à la série qui est sortie récemment, qui s'appelle La Fièvre, qui parle de l'évolution du débat public. Dans La Fièvre, vous voyez un truc qui est très intéressant, c'est que les réseaux sociaux sont un des éléments de l'évolution du débat public, mais ce qui pose, je trouve, ce qu'on voit le plus, ce qui pose problème, c'est à quel point les médias traditionnels sont la caisse de résonance qui va faire complètement exploser le débat public en prenant des bouts d'expression sur les réseaux sociaux qui vont être repris sur certaines chaînes, et notamment, alors c'est marrant parce qu'on a CNews qui apparaît beaucoup dans cette série-là, et pour une série qui est diffusée sur une des chaînes du groupe Bolloré, c'est marrant qu'en fait il parle du problème qui est ces médias d'opinion qui ont tendance à suramplifier certaines expressions radicales et qui après, en fait on le voit bien avec cette série-là, ils prennent en ampleur, une ampleur folle, et on a tendance à considérer ça comme étant une expression fidèle de l'opinion, si tant est que ça existe. Bon, cette question était vraiment géniale parce qu'il y a encore 3 demandes d'intervention, toujours sur votre question, mademoiselle, donc bravo. Non, je vais être bref, mais je pense que... Merci pour la question, parce qu'elle met en avant un biais de cadrage classique en débat, qui est qu'on considère la démocratie sous son angle exclusivement délibératif. Et si on fait ça, c'est vrai que le bilan des réseaux sociaux est pas super puissant, parce que les réseaux sociaux sont pas un espace délibératif. En revanche, il faut reconnaître la force sidérante des réseaux sociaux pour plein d'autres choses qui sont utiles à la démocratie, mais qui sont juste pas la délibération. Typiquement, l'accès à l'information, une information qui n'est pas celle des médias, on en a parlé, parce qu'on vit dans un régime de médiarchie, où certains médias en faible nombre et qui sont détenus capitalistiquement par un nombre très restreint de propriétaires font un petit peu la pluie et le beau temps en matière d'opinion, et donc il est important et intéressant que les réseaux sociaux puissent être une échappatoire, ou en tout cas une diversification informationnelle possible. Donc sur l'information, l'accès à l'information, oui, c'est intéressant. Sur la mobilisation, je pense qu'on
n'importe quel community manager qui se pose la question de comment faire bouger les foules, immanquablement a recours aux réseaux sociaux systématiquement. Et depuis Barack Obama, les élections se gagnent par l'effet d'entraînement et de mobilisation des réseaux sociaux. Donc la réalité, c'est qu'en amont de la politique, la mobilisation, elle se gagne ou elle se perd sur les réseaux sociaux. Et puis le troisième élément qui me semble absolument fondamental, c'est l'interpellation. C'est en termes d'interpellation de la puissance publique et de l'exécutif ou du gouvernement ou de l'Assemblée nationale, c'est vrai que le fait de pouvoir, sur des réseaux sociaux, interpeller l'État, interpeller par le biais des pétitions les partis politiques, eh bien, ça se fait, les pétitions se font aujourd'hui, alors non pas sur des réseaux sociaux généralistes, mais sur, on va dire, des sites spécialisés, mais dont le mode de fonctionnement est complètement perméable aux réseaux sociaux. Donc tous ces éléments-là font que ce qui prépare la démocratie est miscible, de mon point de vue, dans l'état actuel des réseaux sociaux. Et puis je terminerai en disant que même dans la phase délibérative, on a simplifié en disant que les réseaux sociaux ne savaient pas faire. La réalité, c'est qu'il y a des réseaux sociaux où on délibère. Ils sont juste pas tout à fait franco-français. Je vous inviterai à aller regarder ce qui se passe sur un réseau social comme Reddit ou même Quora, d'une certaine manière, qui sont des réseaux sociaux où se construisent la connaissance. Et singulièrement Reddit, qui existe depuis l'aube des temps, ça doit faire 25 ans que ça existe, et ça évolue avec le temps. Et je pense que la prochaine, je terminerai là-dessus, la prochaine révolution des réseaux sociaux délibératifs sont peu nombreux, mais encore une fois, il en existe quelques-uns. La véritable révolution, c'est lorsqu'on réussira à matcher, à marier ces réseaux sociaux avec l'IA générative, tout simplement parce que l'IA générative permet de fluidifier la synthèse, la capitalisation de la connaissance qui, par définition, est fragmentaire sur ces réseaux sociaux. Oui, juste aussi intervenir dans la discussion. Je ne pense pas qu'on ait donné une idée négative des réseaux sociaux. Je pense qu'on a simplement voulu poser des questions. Le problème n'est pas d'apporter une réponse, est-ce que c'est bien ou ce n'est pas bien, c'est de voir ce qu'ils font à la démocratie. Et pour ma part, ce que j'ai dit au début, qui a d'ailleurs été un peu critiqué, c'est que ce qui me paraissait positif, c'est que ça introduit de l'horizontalité dans une démocratie qui fonctionnait de manière verticale et notamment du haut vers le bas. Donc il n'y a pas, je crois, de notre part, enfin le cas de la mienne, d'opinion négative des réseaux sociaux. La question, comme pour le vote, c'est pour ça que j'ai fait la comparaison tout à l'heure, on ne va pas supprimer le vote parce que les gens votent, entre guillemets, mal. Qu'est-ce que ça veut dire voter mal? Bon, les réseaux sociaux, on ne va pas supprimer les réseaux sociaux parce qu'il y a des trucs bizarres qui figurent sur les réseaux sociaux. Il y a un apprentissage, et là, il y a un apprentissage de l'utilisation des réseaux sociaux, comme il y a eu un apprentissage de l'utilisation du vote. Donc ce sont des moyens d'expression des citoyens. Juste une expérience pour moi, ce que j'ai fait cette année avec mes étudiants, pour l'intelligence artificielle, les étudiants de M2, de Master 2. J'ai demandé à mes étudiants de rédiger une déclaration des droits de l'homme du XXIe siècle, de la rédiger eux-mêmes. Et une fois qu'ils l'ont rédigée, je leur ai demandé de demander à ChatGPT de rédiger une déclaration des droits de l'homme du XXIe siècle. Et de comparer ce que l'intelligence humaine avait fait et ce que l'intelligence artificielle avait fait. Et ensuite de discuter. Et ils ont discuté avec l'intelligence artificielle. Pourquoi tu as mis la dignité en premier alors que nous, on avait mis la liberté? Pourquoi tu as oublié cette... Donc il y a eu un échange et donc un apprentissage par mes étudiants de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors je ne vous dis pas les résultats, ça va être publié bientôt, de cet échange entre mes étudiants et l'intelligence artificielle, mais je pense que c'est ce type de pédagogie qu'il faut introduire pour familiariser
humaniser, comme vous l'avez dit, prendre ces instruments qui nous apparaissent loin, abstraits, inutiles, dangereux, bizarres. Et quand on les utilise, on voit à quoi justement ils peuvent servir et on déconstruit le mystère qu'il y a derrière. Oui, très rapidement, parce que beaucoup de choses ont été dites. Il faut pas, la question était très bonne parce que justement, il ne faut pas se tromper de question. Si vous dites qu'il y a des polluants éternels dans l'eau du robinet, la question, c'est pas de savoir s'il faut arrêter de boire. La question, c'est comment on corrige la qualité de l'eau du robinet. Donc là, on parle bien des réseaux sociaux qui ont une pénétration de plus de 60% dans la société française et même internationale, donc qui sont devenus systémiques et qui ont du coup des impacts sur les opinions. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a des propriétés intrinsèques à ces réseaux qui sont bonnes ou moins bonnes? Et donc c'est vraiment là-dessus, en tout cas moi, que je discutais. Et donc vraiment la question c'est la recherche du profit économique par les réseaux sociaux les amène à faire de la maximisation de l'engagement qui génère plein de conséquences néfastes qui ne sont pas dépendantes des utilisateurs, c'est vraiment la configuration du réseau social lui-même. Donc là, c'est un problème du réseau social, le réseau économique. Et par ailleurs, par rapport à la démocratie, un des problèmes, c'est qu'il y a des acteurs qui sont hostiles aux démocraties. Par exemple, le Kremlin, qui sait très bien utiliser les réseaux sociaux pour manipuler l'opinion en faisant des faux comptes, etc. Et ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire que les réseaux sociaux actuels ne combattent pas assez bien ce genre d'acteurs. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec les utilisateurs. Alors après, il y a des enjeux d'éducation au niveau des utilisateurs, c'est sûr. Mais ne serait-ce que savoir si les réseaux sociaux tels qu'ils sont implémentés protègent suffisamment les utilisateurs et la démocratie, c'est une question légitime. Et pour l'instant, la réponse, c'est non. Bien, merci infiniment. Hélas, il faut que nous mettions un terme à ce panel pour que vous puissiez bénéficier d'une pause. Il me revient donc de vous remercier à la fois le public pour vos questions qui étaient d'excellentes questions qui demandaient beaucoup d'intervention de la part des invités, et remercier chacun de vous, les invités, remercier Constance qui a pris du temps pour nous de loin, et puis merci à chacun.